bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui cœur brûlant. Et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai. Bonjour, bon temps des carêmes à vous, très chers téléspectateurs, followers. Nous sommes sur la chaîne passionniste RBC TV. Nous sommes aujourd'hui lundi 10 mars 2025 au siège de la vice-province Christ et Sauveur de la congrégation des Patriotes. Je suis Augustin Curtis Longadi, présentateur de cette émission, et nous avons comme invité le reverend Père Glody, qui est secrétaire de la vice-province Christ et Sauveur. Alors, bonjour, reverend Père. Bonjour, cher ami Curtis. Vous allez très bien, nous vous croire. Oui, je vais bien, je me porte en merveille. Malgré les stress, les embouteillages, la chaleur de Kinshasa. En effet, c'est notre vie quotidienne. On ne peut que nous adapter, on ne peut que s'adapter à cette vie. Nous n'avons pas de choix. Donc, on fait avec. Dites-nous, reverend Père, nous sommes à quelques jours seulement du congrès vice-provincial. Alors, comment se déroulent les préparatifs? Oui, merci, cher ami. Les préparatifs se passent parfaitement bien. Il y a déjà 6 mois, le vice-provincial, qui est notre autorité compétente, qui avait déjà initié, qui avait déjà écrit une correspondance de la convocation du congrès, qui est notre assemblée de la vice-province. Dans cette lettre, le supérieur vice-provincial a nommé une commission ad hoc, une commission préparatoire, qui a comme office ou responsabilité de réunir les moyens, les éléments pour permettre justement que ce congrès, que cette assemblée se passe parfaitement bien. Il y a dans cette commission un président et un secrétaire, un rapport des communautés, mais aussi des entités de production de la vice-province. C'est cette commission qui travaille pour préparer les congrès. Mais en dehors de cette commission, chaque membre, de manière personnelle, s'implique aussi pour que ces assises se passent parfaitement bien, notamment sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel. Mais à l'heure actuelle, je pourrais vous confirmer que les préparatifs se passent bien et nous sommes préparés intérieurement pour justement participer à ces assises, à cette assemblée. Merci, reverend Père. Très chers téléspectateurs, followers, vous avez suivi l'intervention du reverend Père Glody sur le préparatif. Alors, nous allons aborder sans plus tarder la deuxième question, bien avant de toucher au vif de notre sujet. Le téléspectateur, le follower entend parler de la congrégation des passionnistes. Dites-nous un peu quelque chose sur cette congrégation, sur le plan humain ainsi que sur le plan institution. Comment est instituée la congrégation des passionnistes? Merci, cher ami Curtis. Quand nous parlons de la congrégation des passionnistes, quand bien même que le droit canonique n'admet pas tellement le concept congrégation, mais plutôt institut, de dire institut. Bon, notre institut, comme nous, comme passionnistes, l'institut des passionnistes ne se trouve pas en dehors de l'Église. Il se trouve à l'intérieur de l'Église. Alors, comme l'Église a 2 dimensions, il y a la dimension qui est visible et une autre dimension qui est invisible. Et là, justement, pour rejoindre votre question sur le plan, l'aspect matériel et spirituel de la congrégation, je dirais, obéissant à ces principes ecclésiologiques de l'Église, sur l'aspect humain, la congrégation est constituée justement des membres personnels qui travaillent, qui vivent en communauté. Mais sur les plans spirituels, il y a là un aspect non négligeable qui est la spiritualité et les charismes. Qu'est-ce qu'on appelle ou qu'est-ce qu'on entend par une spiritualité ou un charisme? La spiritualité, c'est le fondement même
d'un institut religieux. Notre institut a été fondé par un certain Paul Danet qui aurait reçu une vision de la Vierge, au cours de laquelle la Vierge Marie lui est apparue pour lui dire qu'il devait fonder la congrégation dont les membres devaient s'habiller en tunique noire avec l'emblème, un peu de la manière dont je me suis habillé, comme vous me voyez là. Et la Vierge Marie lui a demandé justement de créer cet institut. Et sans plus tarder, Paul Danet, à l'époque, un jeune, va parler de cette vision à son curé. À l'époque, son curé s'appelait le père Colomba, qui était un capucin. Et ce dernier va l'accompagner et juste à ce qu'il les conduira chez l'évêque, parce que, comme vous savez, dans l'Église, les révélations privées ne sont pas admises comme ça. Il faut qu'il y ait des vérifications des autorités compétentes et ils sont allés voir l'évêque de son diocèse parce qu'il habitait, il était dans au diocèse d'Alexandrie et l'évêque de ce diocèse, de cette église particulière, s'appelait Monseigneur de Gatineau. C'est lui qui, après enquête, va donner l'aval au jeune Paul Danet afin de commencer son œuvre. Il va lui donner l'habit noir sans pour autant avoir des emblèmes, sans pour autant avoir d'autres insignes, dont les rosaires. Et Paul Danet, comme jeune, va commencer sa retraite de 40 jours dans une des chapelles d'une église Saint-Charles au Vada. Et c'est là où il a commencé sa retraite de 40 jours, au cours de laquelle retraite, il va rédiger les constitutions ou la règle des passionnistes pour régulariser un peu la vie des membres de son institut qu'il fondera plus tard. Et après sa retraite, Paul Danet va commencer par évangéliser les gens de son village, au Vada, montrant justement combien le Seigneur nous a aimés jusqu'à se donner, à donner sa vie sur la croix, à mourir sur la croix. Et Paul Danet, comme nous dit l'histoire, se promenait sur les rues de Ovada pour prêcher la bonne nouvelle, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ avec le crucifix, avec la croix, pour essayer de conscientiser ses contemporains, pour essayer d'aider ses frères et sœurs à comprendre ces messages combien central de notre vie chrétienne. Et c'est comme ça qu'il entraînait derrière lui des foules immenses qui écoutaient, qui voulaient bien écouter ce message de la passion de Jésus. Et parmi les premiers compagnons, il y a eu un de ses frères pro-biologiques qui s'appelait Jean-Baptiste Danet, avec qui ils ont cheminé jusqu'à avoir l'approbation du Saint-Siège de l'Institut. Voilà de manière restreinte ou brève, c'est dont je pouvais parler par rapport à l'Institut de passionnistes. Voilà, fidèles téléspectateurs et followers, nous venons là de suivre la belle histoire de la fondation de l'Institut religieux de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons entendu parler de Jean-Baptiste Danet, le phare biologique de Paul Danet qui lui a aidé lors de l'officialisation de l'Institut religieux. Vous avez entendu parler de Monseigneur de Gatineau qui était évêque du lieu et notamment le pape Benoît XIV qui était le pontife romain lors de l'officialisation de cet institut religieux. Alors, notre troisième question est celle de savoir. Voilà que nous sommes en route, cap vers le 6e congrès des provincial. Dites-nous, chez les passionnistes, le congrès a lieu après combien de temps et aussi, qui sont généralement élus lors d'un congrès? Profitez de l'opportunité pour nous parler aussi du dernier congrès de l'élu, le supérieur sur l'échelle qui était élu lors du dernier congrès. Ok, merci cher ami. Chez les passionnistes, en fait chez nous, dans notre institut, les congrès se passent après 4 ans.
C'est-à-dire une mandature, les mandats d'un supérieur, c'est 4 ans, renouvelable une seule. Ce qui laisse entendre que le dernier congrès a eu lieu en mars 2021. Et quand vous faites les calculs 2021 jusqu'à 2025, c'est pratiquement 4 ans. Et celui qui a été élu, les derniers élus, c'était le père Jules Mapela, celui qui finit son mandat. Et là, nous allons au congrès. Si ses confrères lui font encore confiance, il va ajouter le second mandat. Et au bout du second mandat, il n'est plus tenu de continuer le troisième mandat. En politique, on dirait glissement. Chez nous, glissement n'existe pas. Donc, au bout du second mandat, mais il sera obligé de jeter l'éponge pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Et au cours du congrès, le supérieur vice-provincial n'est pas élu seul parce qu'il ne travaille pas seul. Il travaille avec son conseil. C'est pourquoi, lors de l'élection au congrès, on commence d'abord par élire les supérieurs vice-provincial et ensuite ses différents conseillers qui vont constituer comme son Sénat comme les sages, les personnes sages avec lesquelles le supérieur va travailler pour aider justement euh, la congrégation à aller de l'avant pour permettre aux supérieurs de prendre des décisions adéquates, des décisions sages qui permettront aux autres membres de se retrouver dans leur vocation dans la vie de l'Église. Voilà, de manière brève, ce dont je pouvais parler. Merci, Révérend Père. À quelques jours seulement du 6e congrès vice-provincial, très chers téléspectateurs et followers, dites-nous, Révérend Père Glody, où et quand se tiendra le prochain congrès vice-provincial, mais aussi quels sont les thèmes phares choisis pour cette 6e édition du congrès vice-provincial. Ah, merci beaucoup, cher ami. Le prochain congrès va se tenir du 13 au 17 mars. En fait, c'est cette semaine, au courant de cette semaine. Le congrès va se tenir, le dernier congrès ici. Le prochain, je vais dire ainsi, va se tenir dans notre centre spirituel bienheureux Isidore de l'Or à Matanza. Matanza, c'est vers Plaza, à la commune d'Ensel. C'est là où nous allons nous rassembler tous les confrères, à ceux qui œuvrent en dehors du pays et ceux qui sont ici sur place à Kinshasa, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur dans les différents diocèses où nous travaillons comme pasteurs. Alors, le thème central du congrès, de notre prochain congrès, c'est face aux défis actuels, quelle politique pour l'autonomie financière de la vice-province? Donc, c'est un thème attrayant, profond d'ailleurs, sur lequel nous, passionnistes, membres de la vice-province, allons réfléchir pour aider le supérieur vice-provincial qui sera élu et tout son conseil à travailler pour l'autonomie ou l'autonomisation de la vice-province de l'Institut. Parce que nul n'ignore que nous vivons dans un monde où, sur le plan économique, il se pose de sérieux problèmes. Il y a L'économie pose problème sur le plan mondial et l'Église n'est pas épargnée. Donc, là, au cours de ces assises, nous allons réfléchir à fond comment parvenir à l'autonomie financière, quelle politique adopter, quelles sont les entités, les productions à mettre en place pour générer des intérêts, permettre ensuite à la vice-province, à l'entité, à l'institut, de se prendre en charge sans pour autant tendre chaque fois la main vers l'Occident. Parce que, dit-on, la main qui est toujours tendue, la main qui donne, c'est toujours la main qui a le pouvoir, qui a l'autorité sur celle qui reçoit. Donc, nous, Congolais, passionnistes congolais, nous allons réfléchir sur comment parvenir à l'autonomie, comment avoir des entités de production susceptibles de nous aider à avancer, à être stables financièrement pour permettre aussi aux membres de bien vivre
comme des citoyens, comme des religieux dignes. Voilà, face aux défis actuels, quelle politique mettre en place pour l'autonomie de la vice-province? Tel sera le thème qui sera mis sur table du 13 au 17 mars 2025 au centre spirituel Bien-Aimé Isidore Dello. Très chers téléspectateurs, très chers followers, la toute dernière question avant que nous ne puissions nous quitter, et sera celle de savoir qui le général a envoyé pour animer ce congrès vice-provincial, mais aussi comment se présente le programme, révérend. Ah, merci beaucoup, cher ami, une fois de plus. Les congrès, en principe, le président du congrès, c'est le supérieur général lui-même, parce que c'est lui, comme on dit en droit canonique, c'est le modérateur suprême, c'est lui qui modère. Donc, dans ce congrès, c'est le supérieur général qui est le président. Mais avant d'abord qu'il ne vienne pour le congrès, il envoie d'abord, je pourrais l'appeler ainsi, pour emprunter le langage canonique, il envoie son légat, c'est-à-dire son émissaire ou bien son délégué qui vient en visite canonique, écouter tous les membres de la vice-province, parler avec eux, recueillir les avis de tout un chacun et qu'il va résumer sous forme d'un rapport qu'il donnera au supérieur général. Le supérieur général va s'enquérir de la situation de la vice-province avant de venir pour les congrès. Donc, il y avait déjà, il y a 2 mois ou 3 mois, son légat qui est passé au nom du père Spencer, qui est passé le premier consulteur, le premier consulteur général, qui est passé, qui a parlé avec tous les confrères, qui est rentré. Et là, le général viendra lui-même pour présider les congrès. Et pour présider les congrès, il y a aussi il y a un modérateur qui sera sur place pour aider pour le bon déroulement du congrès, mais avec la présence du général lui-même. Voilà, c'est pour dire que le général ne déléguera pas cette fois-ci un émissaire ou bien son représentant. Lui-même vient en personne pour voir le déroulement du congrès, comment le congrès se présente. Alors, quand on programme du congrès, nous disons que les congrès commencent déjà les 13 soirs. Les 13 soirs, les membres vont se retrouver au lieu du congrès pour préparer, commencer au fait. Les congrès commencent d'abord par les vêpres. Les vêpres, c'est la prière du soir où tous les membres vont se rassembler à la chapelle pour prier, invoquer l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint puisse guider tous les membres afin que ceux-ci puissent être en union des cœurs, en union d'esprit, afin de permettre le bon déroulement. Et les jours après, je pourrais dire, c'est le vif du sujet. On abordera les sujets les jours après, c'est-à-dire à partir du 14. Le 13 soir, il y a les vêpres et la prière, l'invocation de l'Esprit Saint par le chant de Veni Creator. Après, il y a les repas. Ensuite, il y a les déroulements, l'ouverture, notamment les discours d'ouverture par le président, comme je venais de le dire, le supérieur général. Et puis, le supérieur vice-provincial va prononcer son discours, son allocution qui va résumer, au fait, qui va faire le bilan de sa mandature pendant qu'il a eu pendant 4 ans. Les 4 ans qu'il a passé à la tête de la vice-province, il présente à ses joies, il présente à ses sujets, il présente à ses confrères la situation de la vice-province, notamment les joies et les peines rencontrées tout au long de son mandat. Et après, les autres membres vont devoir réfléchir là-dessus et comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de réparer les défis, faire face aux défis
auquel le supérieur d'abord finissant a fait face avec son conseil, tous les membres, et comment projeter l'avenir afin de ne plus retomber sur les mêmes difficultés parce que les hommes réfléchissent pour rendre la vie plus belle, pour permettre justement que les hommes vivent mieux. L'homme réfléchit toujours pour rendre la vie plus belle, comment avancer, comment rendre plus belle ce qui était moins. Donc voilà un peu le déroulement, les premiers jours, les deuxième, troisième jours, je pense qu'il y aura, ça ira jusqu'au 4e jour. Donc le 3e jour, c'est-à-dire l'avant-dernier jour, c'est les jours aussi électifs. C'est les jours où on choisit le prochain gouvernement, notamment le supérieur vice-provincial et son conseil. Ça sera certainement le soir. Donc, voilà un peu le déroulement. Et le dernier jour, c'est la célébration eucharistique au cours de laquelle tous les membres rendront gloire à Dieu, rendront grâce à Dieu pour tout ce qu'il a été pour eux lors des déroulements des assises, déroulement du congrès. Donc, voilà un peu de manière brève, en grosso modo, ce que je peux dire par rapport au déroulement du congrès, par rapport au président du congrès. Merci beaucoup, Reverend Père Guedi, pour tous ces éclaircissements, pour toutes ces connaissances dont certains, nos téléspectateurs, nos followers très bien aimés, étaient ignorants. Alors, très chers téléspectateurs, très chers followers, c'est par là que nous allons boucler avec notre édition. J'espère que vous également, tout comme moi, avez hâte de connaître le prochain supérieur majeur de la vice-province, Christy Chandler. Alors, avant de se séparer, je vais dire merci au nom de tous, au nom de tous les téléspectateurs et followers pour votre disponibilité, malgré différents programmes, malgré différentes occupations du coopératif du congrès provincial. Vous vous êtes dit qu'il était important pour vous d'expliquer aux fidèles chrétiens, d'expliquer aux laïcs passionnistes, particulièrement à nos téléspectateurs et nos followers pour qu'ils sachent en réalité qu'est-ce que c'est la congrégation de la passion de Christ, qu'est-ce que le congrès chez les passionnistes. Alors, on va devoir se dire au revoir. Mais avant ça, je ne manquerai pas ma bénédiction, chers téléspectateurs. Le Père va me bénir et cette bénédiction-là, vous parle. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui cœur brûlant. Et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai Dieu seul est grand, je dirai Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai.